En ce moment même, une crise majeure est en train d'exploser au Moyen-Orient, et elle s'intensifie à une vitesse folle, menaçant d'entraîner le monde entier dans sa chute. Au cœur de tout ça, la voie navigable la plus importante de la planète. Et, croyez-le ou non, tout a commencé avec ce simple chiffre. 30. Rien de plus. C'est le nombre qui a mis le feu aux poudres. Alors, 30 quoi? Pas 30 soldats, ni 30 navires, non. 30 cibles, très spécifiques, très stratégiques, 30 des réservoirs de carburant de l'Iran, pulvérisés par une frappe israélienne. Voilà la première pièce du domino qui tombe, et l'étincelle qui a suffi à enflammer toute la région. Alors, entrons dans le vif du sujet, parce que cette frappe, ce n'était pas du tout un acte au hasard, c'était une opération chirurgicale qui visait directement l'élément vital du régime iranien. La stratégie, elle était double. D'abord, militaire. Ce carburant, il alimente le corps des gardiens de la révolution islamique, le fameux CGRI. C'est le bras armé et économique de l'Iran. Sans carburant, leur logistique est paralysée. Mais c'était aussi et surtout un coût économique. L'économie iranienne, qui est déjà à genoux à cause des sanctions, dépend du pétrole pour 90% de ses revenus. C'était donc une attaque calculée pour frapper à la fois la puissance militaire et la survie financière du pays. Et là, quasi immédiatement, les discours se sont durcis des deux côtés et la porte de la diplomatie s'est refermée violemment. D'un côté, Donald Trump a promis une force sans précédent. De l'autre, le président iranien a été très clair, la capitulation, ce n'est pas une option. En un claquement de doigts, toute sortie diplomatique est devenue impossible. Puisque la diplomatie était hors jeu, le conflit s'est tout de suite déplacé sur le terrain. Et pas n'importe lequel, le champ de bataille économique et géographique le plus critique au monde, le détroit d'Ormuz. 20 millions. Il faut s'arrêter une seconde sur ce chiffre. Avant le début de cette crise, c'était le nombre de barils de pétrole qui passaient par le détroit d'Ormuz, chaque jour. C'est une quantité tout simplement colossale. Pour qu'on se rende bien compte, ça représente près d'un cinquième de toute la consommation mondiale de pétrole. Un cinquième. Et du jour au lendemain, ce flux vital a été coupé net. Et comment? L'Iran a attaqué une dizaine de pétroliers et de méthaniers. Après ça, le risque est devenu beaucoup trop élevé, les compagnies d'assurance ont dit stop et les compagnies maritimes refusent de s'approcher de la zone. Résultat, sans poser une seule mine, sans le moindre blocus naval officiel, l'Iran a de fait fermé l'artère pétrolière la plus importante du globe. L'onde de choc économique, on peut l'imaginer, a été immédiate. Des pays comme le Koweït ont dû presque instantanément déclarer ce qu'on appelle la force majeure. C'est un terme juridique qu'on entend quand les choses vont vraiment, vraiment mal. En gros, c'est leur façon de dire à leurs clients « Désolé, mais on est physiquement incapable de vous livrer le pétrole à cause d'une catastrophe qui nous dépasse complètement. » Et c'est là qu'on voit un énorme problème stratégique. Le Koweït a dû réduire sa production de façon drastique. Pourquoi? Parce qu'il est géographiquement coincé sans aucune autre route pour exporter son pétrole. Les Émirats arabes unis, eux, ont un peu plus de chance. Ils peuvent utiliser leur port de Fujairah qui se trouve juste à l'extérieur du détroit. L'Arabie saoudite, de son côté, réoriente tout ce qu'elle peut vers son port de Yanbu sur la mer Rouge. Mais pour le Koweït, la situation est tout simplement catastrophique. Maintenant, il y a un point crucial à comprendre. On ne peut pas juste appuyer sur un interrupteur pour redémarrer ces immenses champs pétroliers. Un analyste a fait une analogie que je trouve géniale. Il a comparé ça à la cuisson des pâtes. L'idée, c'est que les gisements de pétrole fonctionnaient sous des pressions extrêmes dans des conditions très complexes. Arrêter l'exploitation peut causer des dommages irréversibles et redémarrer la machine est incroyablement difficile et surtout extrêmement cher. Mais pendant que le monde entier a les yeux rivés sur les cours du pétrole, il y a un facteur complètement différent et franchement inattendu qui est en train de dicter le tempo de toute cette guerre. La vraie question, ce n'est pas combien de temps les réserves de pétrole vont tenir, ni combien de soldats sont sur le terrain. Non, le vrai compte à rebours, la vraie horloge qui tourne, elle est ailleurs. Le véritable compte à rebours, ce n'est pas une question de troupes au sol, c'est une question de missiles de défense. Le calendrier de cette guerre est littéralement dicté par des circuits imprimés. Pourquoi? Parce que les systèmes de défense, comme les missiles THAAD ou Patriot, sont d'une complexité folle à fabriquer. On ne peut pas en produire en série comme ça. Les armées ont passé des décennies à stocker des armes offensives, mais des intercepteurs défensifs, presque personne n'en a assez. Personne n'était préparé à une guerre d'usure où c'est la défense et non l'attaque qui s'épuise en premier. Et juste pour qu'on se fasse une idée, un seul missile intercepteur THAAD, un seul, coûte 15 millions de dollars. Alors imaginez devoir en tirer plusieurs juste pour abattre un unique missile ennemi. On voit tout de suite que le coût devient astronomique et totalement insoutenable. Tout ça nous amène à l'impasse stratégique actuelle. Une guerre d'usure qui s'éternise, mais pour aller où? Quel est l'objectif final? La stratégie de Donald Trump, elle, semble n'avoir qu'une seule vitesse, l'escalade. Le plan paraît simple, maintenir la pression, encore et toujours. Refuser toute forme de négociation.
et n'acceptait rien de moins que la capitulation totale et l'effondrement du régime iranien. C'est une partie de poker aux enjeux gigantesques, sans aucune porte de sortie évidente. Et en face, le régime iranien a juré de ne jamais se rendre. On se retrouve donc dans une confrontation où aucun des deux camps ne semble prêt à céder le moindre pouce de terrain. Mais pendant que l'économie mondiale prend des coups, il faut savoir que tout ce chaos fait des gagnants, et des gagnants très clairs. Forcément, les compagnies énergétiques européennes profitent de la volatilité des prix. Les entreprises de défense, elles, voient la demande pour leurs produits exploser. Et bien sûr, dans ces périodes d'incertitude, les investisseurs se ruent sur la valeur refuge par excellence, l'or. Mais s'il y a un acteur qui tire vraiment son épingle du jeu, c'est la Russie. Pour Moscou, c'est ce qu'on pourrait appeler une tempête parfaite. D'abord, la flambée des prix du pétrole finance directement sa guerre en Ukraine. Ensuite, ses adversaires occidentaux sont complètement distraits par la crise au Moyen-Orient. Et enfin, les chocs énergétiques affaiblissent ses rivaux géopolitiques. Stratégiquement, c'est une situation idéale pour la Russie. Nous voilà donc coincés. Coincés dans une impasse extrêmement dangereuse. D'un côté, une stratégie américaine sans porte de sortie. De l'autre, un régime iranien qui jure de ne jamais se rendre. Et au milieu, une économie mondiale au bord du gouffre. Ce qui nous laisse avec une question fondamentale, une question qui pèse sur l'avenir de nous tous. Dans une guerre sans issue, qui peut vraiment se permettre de tenir cette impasse ?